Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Glasto Trip, le podcast. Nous sommes à moins d'un mois de cette édition 2024 et aujourd'hui nous allons parler information pratique puisque nous allons parler des campings. Le camping dans l'enceinte du festival est inclus dans le prix du billet et il y a un grand nombre de zones de camping. Il y a des campings pour tout le monde et il y en a d'autres qui sont réservés aux familles par exemple, aux cyclistes, aux personnes à mobilité réduite ou avec un handicap. Il y a bien évidemment des campings réservés pour les membres de l'organisation, il y a un camping pour les VIP, et en bordure du festival, il y a même des campings pré-érigés, prêts à l'emploi. On va donc passer en revue tous ces campings en insistant sur la géographie des lieux. Le but, c'est de vous aider à trouver le camping qui vous convient le mieux, parce que oui, Glastonbury, c'est comme une ville. Les temps de déplacement peuvent être longs, et mieux vaut connaître un quartier avant de s'y installer. Tell me about when you came to Glastonbury as a child. There's a warm feeling about this land, and it's got history, and it's got so much beauty attached to it. Just you! Glasto Trip, le podcast. Donc dans Glastonbury, il y a beaucoup de zones de camping puisqu'elles sont incluses dans l'enceinte même du festival. Et pour simplifier un petit peu les choses, pour vous décrire tous ces campings qui existent, on a un petit peu zoné tout ça pour vous permettre de retrouver où ils sont situés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 entrées piétonnes sur le festival. Donc on va localiser les campings par rapport à ces entrées pour que vous puissiez décider par où arriver, sachant que les gens qui viennent en voiture auront entre guillemets le choix par rapport au parking et les gens qui viennent en transport en commun, en car et tout ça arriveront forcément par la porte 1. En effet, et en fait, je pense, c'est important de situer les portes. On l'avait plus ou moins fait quand on avait fait notre promenade sur le site de Glastonbury. On était rentré par la porte A et ressorti par la porte B. Et on avait expliqué que la porte A se trouve au nord-ouest. Au nord-ouest. La porte B au nord-est. Et donc on a, par contre, je pense pas ou peu parler des autres portes. Donc la porte D qui se trouve au sud-ouest et la porte C qui se trouve en gros plein est. Donc en fait, il faut penser avant d'arriver au camping sur lequel on désire s'installer. En fonction de ce camping, choisir la porte qui sera la plus adéquate. Et cette porte va donc déterminer la route par laquelle on va arriver. Alors quand je dis route, c'est pas simplement les routes à proximité du festival, mais même à l'intérieur, alors cette fois-ci pas du site du festival, mais des parkings, il y a des routes qui sont désignées par des couleurs. Alors il y a la rose, il y a la jaune, il y a la orange, il y a la rouge, il y a la bleue, il y a la pourpre, si je me trompe pas. Alors on va moins détailler ça et je pense qu'on le gardera pour un épisode ultérieur quand on approchera de la date à laquelle on va se rendre sur place. Mais on va simplement se dire que pour l'instant, la bonne chose à faire, c'est de choisir d'abord son camping, prévoir la porte par laquelle on va entrer et indirectement, ça va nous conduire vers une route. Et donc, ce découpage par porte nous conduit à définir 3 zones. Alors, c'est assez arbitraire. Il y a une zone nord, une zone ouest et une zone sud. Sachant qu'à l'est, sur la bordure est du festival, il n'y a pas du tout de camping. En fait, les campings sont en arc de cercle depuis la porte B
Alors je le rappelle, la porte B au nord-est, jusque tout au sud du festival sur la colline de Pénarde, et donc en faisant le tour par l'ouest. Mais à l'est, pas de camping. Et donc ça veut dire que s'il n'y a pas de camping à l'est, c'est-à-dire du côté de la porte C, il est assez peu pratique de passer par la porte C pour rejoindre un camping en général. Bon, ça peut se faire, mais objectivement, déjà, la majorité des gens arriveront par les portes A, B et D. D'ailleurs, il y a pas de parking à proximité de la porte C, à moins d'arriver en van. Alors effectivement, la porte C, elle sert plus aux gens qui sont sur le camping dit camper van. Alors c'est pour les camping-cars et pour les caravanes, mais c'est vrai que les Anglais, ils ont simplifié avec ce camper van, donc on va utiliser le terme anglais. Et effectivement, le camper van se trouve juste derrière la porte C. Donc on peut supposer que cette porte est surtout présente pour les gens qui arrivent tous les matins de leur camper van. Donc, comme on le disait, on a découpé les zones les zones de camping en 3 zones, nord, ouest et sud, et on va les parcourir justement dans cet ordre-là, donc du nord-ouest jusqu'au sud. Donc, on va commencer par les campings qui sont tout près de la porte B. Et le tout premier qu'on va regarder, c'est le plus proche de la porte B, c'est un camping déjà particulier, puisque c'est Cockmill Meadow, qui est un camping familial. Et alors, nouveauté cette année, il y en a 3 sur le site. Et le deuxième, on va le voir très rapidement, puisque ça va être le suivant, qui est tout voisin. C'est Ash Tree. Et donc en fait, Cockmill Meadow, historiquement, a toujours été le camping familial le plus attractif, celui qui se remplissait le plus rapidement, parce que par rapport au deuxième qu'il y avait à l'époque, un camping qui est très central, pas loin de la pyramide, et puis aussi qui se trouve juste à côté de Kidsfield, donc la zone qui est réservée aux enfants, et donc logiquement, effectivement, c'est quand même attrayant pour les familles. De pouvoir, par exemple, commencer la journée en emmenant les gamins à Kidsfield avant de partir sur les scènes. Donc, je vais regrouper avec Ash Tree. Ash Tree, donc, c'est tout nouveau. C'était avant un camping qui était un camping pour les équipes d'organisation, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et donc, maintenant, il a été transformé en camping familial. Donc on peut supposer que ça va être comme pour Cockmill Meadow, assez prisé, mais ça fera un petit peu plus de surface dans cette zone-là pour les familles. Donc la particularité des campings familiaux, c'est que ils sont fermés, ils sont, comment dire, j'allais dire barricadés, mais non, c'est pas le terme. Oui, ils sont effectivement clôturés pour éviter que les gamins en sortent par inadvertance. En passant une haie ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, les sorties, en plus, sont surveillées par des stewards et qui ne laissent pas sortir. C'est le même principe que celui de Kidsfield que j'avais expliqué quand on avait fait la promenade dans Glastonbury. C'est pour éviter que les enfants sortent tout seuls des campings et aillent se promener dans le festival hors de la vue de leurs parents. Pour ces 2 campings familiaux, c'est indiqué sur le site de Glastonbury qu'il est conseillé d'arriver par la Purple Route, qui est l'accès le plus direct à ces 2 campings-là. À travers la porte B. Exactement. Donc ensuite, toujours à l'est du champ de la pyramide, on a 2 autres zones de camping qui s'appellent Big Ground et Kidney Mead, qui sont tous les 2 également accessibles par la porte B. Moi, Big Ground, c'est un camping que je connais bien puisque je l'ai pratiqué un certain nombre de fois. Je ne me souviens plus combien, mais quand même un bon paquet. Alors, il y a une grosse différence entre Big Ground et Kidney Mead, c'est que de Big Ground, on voit
toute l'aréna et la pyramide. Alors que de Kidney Mead, on n'a pas cette visibilité-là. Donc, Big Round, c'est quand même un emplacement relativement recherché. Enfin, c'est une vision sur le festival qui est quand même vachement sympa. Ça fait partie probablement des campings les plus recherchés, avec Pennard Hill qui viendra quasiment à la fin de notre descriptif là. Mais je dirais un peu moins. C'est-à-dire que c'est plus facile de se trouver une place sur Big Round que sur Pennard Hill. Donc, de mon point de vue, c'est un super bon compromis pour s'installer. Et donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, on est juste à côté de l'aréna et donc quasiment au centre du festival. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont très facilement accessibles depuis ce champ. À noter que avant, il y avait un autre camping qui s'appelait Row Mead, juste à côté de Big Round, qui a disparu l'année dernière. Et visiblement, pour agrandir l'aréna. Donc l'aréna, je le rappelle, c'est le grand champ qui se trouve, enfin qui est réservé au public devant la pyramide. Ce champ dans lequel il rentre 100 000 personnes. Et je pense qu'en fait, ils ont supprimé Row Mead d'abord l'année dernière parce qu'il y avait Elton John qui était prévu et qu'ils attendaient probablement beaucoup de monde. Mais il y avait aussi un autre problème, c'est qu'il y avait énormément de gens qui s'installaient dans Row Mead. Et il y a un chemin au pied du camping et en fait, les gens débordaient de leur tente, s'installaient sur le chemin, de sorte que c'était quasiment impossible d'arriver à circuler sur ce chemin qui était en bordure de l'aréna. Mais toi, Laurent, tu connais Big Round. Je crois que tu as été avec nous à l'époque où on s'y installait. Ouais, il me semble qu'on s'y est installé 2 fois. Et c'est vrai que c'est un point de vue assez spectaculaire et ça permet même de suivre des concerts depuis la tente. Par exemple, je sais que j'avais regardé Coldplay de là, et un autre point intéressant, c'est que on a un bon aperçu aussi de la météo qui fera à Glastonbury, parce que on a une vue sur le Glastonbury Tor, et il paraît que quand on voit pas le Glastonbury Tor, ça annonce une journée assez pluvieuse. Alors, il faut expliquer ce que c'est que le Glastonbury Tor, Laurent. Peut-être que d'un point de vue culturel, t'es mieux placé que moi, même si j'ai eu l'occasion la première année d'y aller faire un tour. En fait, c'est une tour qui est érigée sur une colline de forme pyramidale et qui est un symbole iconique de la ville de Glastonbury. Alors, je connais pas vraiment l'histoire qu'il y a derrière. N'empêche que c'est un lieu à visiter quand on arrive à Glastonbury. Alors, quand on dit Glastonbury, cette fois-ci, on parle bien de la ville. Parce que la ville et le festival sont séparés d'une dizaine de kilomètres, je dirais. Le festival se tient pas à Glastonbury même, mais dans un village qui s'appelle Pilton. Et la ville de Glastonbury, donc, est quand même un petit peu plus loin. Mais effectivement, de nombreux points du festival, dont Big Round, on a la visibilité sur cette colline, donc le Tor de Glastonbury, qui surplombe la ville de Glastonbury. Et donc, sur le plan culturel, alors il y a effectivement une tour qui est construite au-dessus, qui ressemble un petit peu à un beffroi. Et la légende veut que cette colline, en fait, il y a très longtemps, était entourée par les eaux et que c'est en réalité l'île d'Avalon. L'île d'Avalon, c'est le lieu où a été enterré le roi Arthur, selon la légende. Bien, voilà pour Big Round et son super point de vue. Et donc, Kidney Mead, effectivement, qui propose pas les mêmes possibilités. Je pense qu'on a déjà évoqué le fait que pour y aller, donc le plus simple, c'était d'arriver par la porte B, en descendant un petit chemin qui est assez célèbre à Glastonbury, le chemin qui descend de la porte B. Muddy Lane. Qui s'appelle Muddy Lane, effectivement. Donc, voilà, on a tout de suite compris, quand il pleut, c'est plutôt glissant. On l'avait dit aussi pendant
pendant notre promenade à Glastonbury, c'est pas complètement plat. Et donc, il y a un autre point quand même qui est important concernant les campings, c'est qu'il y en a certains qui sont plutôt pentus. Et l'avantage de ces deux campings-là, c'est que ça reste relativement plat. C'est légèrement en pente, nous dirons. Ouais, Big Ground, moi je me souviens que je finissais la nuit collé contre la toile quand même, hein. Je glissais tout le temps. Ouais, moi j'ai jamais eu ce problème. Après, peut-être il faut se poser dans le sens de la pente ou le contraire, je sais pas. Il y Ah a bah j'ai peut-être forcément essayé. mais, mais je crois que le matin, j'étais toujours au même endroit, mais bon. donc toujours dans la région nord. Mais cette fois de l'autre côté de la pyramide. Exactement, cette fois de l'autre côté de la pyramide et de l'aréna, il y a deux campings qui sont voisins, qui s'entremêlent un petit peu, qui sont Oakwell et Michael's Mead. Donc, ce sont deux campings qui sont vraiment en bordure de la Worthy Farm. Alors, Oakwell a quasiment les qualités qu'avait à l'époque Romead, c'est-à-dire que on peut y voir la pyramide, mais on est vraiment de côté. Donc, là, je pense que les gens restent pas là pour regarder les concerts. Et encore, il faut être très haut et très à l'est pour pouvoir voir quelque chose. Michael Meads, c'est absolument pas possible. Et alors, l'inconvénient de ces deux campings, c'est que eux sont très pentus. Donc, moi, de mon point de vue, c'est pas un super endroit pour s'installer. L'avantage que ces campings vont avoir, c'est qu'ils sont vraiment tout près de la pyramide et donc qui donne un accès vraiment très central au festival. C'est pas loin de Woodseas, c'est vraiment à côté de la pyramide, c'est pas très compliqué d'aller vers l'Other Stage. Bon, après, toute la partie sud du festival, forcément, là, on est au nord, ça commence à devenir un peu lointain. Mais vraiment, les grandes scènes, Silver Eyes aussi, c'est assez facile. Donc voilà, c'est peut-être ça l'intérêt de ces deux campings. En gros, si on n'a pas trouvé de place sur Big Ground, on va se mettre là, quoi. C'est le choix par défaut, c'est ça? Un petit peu. N'empêche, cette année, avec la programmation de Woodseas, c'est comme un spot qui peut avoir son intérêt. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que, alors pour le coup, il y a des campings qui sont plus encore à l'ouest, à proximité de Woodseas, mais qui vont pas donner cet accès aussi central que ces deux campings-là. Alors, encore dans la zone nord, on a Itching Hill Ground. Donc Itching Hill qui se trouve tout en haut du champ, bien au-dessus de Michael's Mead, à côté de la Worthy Farm. C'est très pentu et objectivement, alors là, franchement, c'est le genre d'endroit sur lequel se replier si on n'a pas trouvé de place ailleurs, parce que je vois pas trop l'intérêt de ce camping-là. Mais c'est des campings qui sont assez pleins d'habitude ou pas du tout? Il y a du monde partout, hein. Après, effectivement, ce sur quoi ça va différer, c'est la densité de tentes à l'intérieur des campings. Et ça, c'est un sujet pour, comment dire, quand on veut rejoindre sa tente en pleine nuit, etc., c'est beaucoup plus facile sur des campings comme ça que sur Big Ground ou Penardil ou Dieu sait quoi, où là, en fait, les tentes sont vraiment tassées les unes contre les autres et quand on est bien fatigué le soir, c'est parfois compliqué de lever les jambes pour enjamber les ficelles là, de tentes. Mais oui, il y a du monde partout, hein. Quand on est à Crow's Nest et qu'on regarde dans toutes les directions, on voit qu'il y a des tentes partout, hein. Oui, c'est pas faux maintenant que tu le dis. Bien, et pour terminer donc la zone nord, on va parler de Spring Ground, donc qui est un camping particulier pour lequel il faut une autorisation, puisque c'est le camping dit accessible. Donc il y a effectivement tout un tas d'équipements
qui permettent aux gens en fauteuil d'y accéder. Mais en fait, il y a aussi plein d'autres dispositifs qui sont disponibles là. Et puis il y a aussi donc des zones d'accueil, puisque en fait les personnes à mobilité réduite ont des accès privilégiés à proximité de certaines scènes. Il y a aussi des gens qui signent pour les malentendants. Je me souviens à The Park, j'étais en train de prendre des photos et j'avais pas vu qu'il y avait une personne qui était en train de signer pour des gens qui étaient juste contre la barrière, et en fait je me suis interposé et on m'a demandé évidemment de m'écarter. Et en fait j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait effectivement des gens qui traduisaient les paroles des chansons pour les sourds. Il me semble qu'il y a même une route qui permet de déposer les gens en fauteuil à l'intérieur du camping. Alors par contre, les voitures restent pas là, mais il y a une voie d'accès. Il y a aussi des réfrigérateurs pour stocker des médicaments qui nécessitent d'être conservés au froid. Enfin voilà, il y a toutes sortes de choses. Mais en revanche, pour pouvoir accéder à ce camping, il faut s'être inscrit. De mémoire, il y a une carte, ça doit s'appeler la carte Nimbus. En fait, la carte Nimbus, c'est un mécanisme qui est utilisé par plusieurs événements en Angleterre où donc on s'inscrit, on décrit ses handicaps, on fournit parfois des justificatifs. Et donc on nous remet une carte Nimbus qui a plein de petits logos qui décrivent les handicaps les handicaps qu'on a et donc les types d'assistance dont on va avoir besoin. Et donc Glastonbury se base sur ça pour déterminer qui va avoir besoin de quel type d'assistance et qui va avoir besoin d'accéder à quel type de lieu, d'équipement et tout ça. Et donc j'imagine que ça sert aussi pour justifier justement l'accès au camping. Là pour le coup, il faut vraiment, quand on est dans cette situation, penser dès qu'on a son ticket à contacter le festival et leur dire que on a besoin de cet accès. Et donc on a oublié de préciser les portes pour les derniers campings dont on a parlé dans cette région nord. Et donc pour Hockwell et Michaelsmead, donc on est à peu près équidistant entre la porte A et la porte B, donc on peut arriver par les deux. Et pour Hitching Hill Ground, par contre là on est déjà plus proche de la porte A, donc on conseille d'arriver par la porte A. Et on va pouvoir attaquer la région ouest, entre guillemets, des campings. Et alors on va commencer par Linekill Ground. Là, c'est difficile à prononcer. Donc on va aller très vite sur ce camping-là. C'est quasiment le même que Hitching Hill. C'est son petit frère. Même chose, plutôt pentu, en bordure de festival, assez loin de tout. On est derrière Woodseas. Alors déjà qu'on trouve que Woodseas c'est loin, et comme pour Hitching Hill, si on veut s'installer là, c'est porte A. Mais bon, objectivement, comme on le disait tout à l'heure aussi, c'est plutôt des campings de secours. C'est franchement pas le genre d'endroit qui fait rêver. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, en périphérie, ça doit être calme, par contre. Ouais, oui, effectivement. Parce que c'est vrai que les campings proches du centre sont un petit peu plus bruyants, déjà de par le fait d'être proche des scènes, entre guillemets, même si les grosses scènes tournent pas toute la nuit. Mais je pense aussi qu'il y a plus d'effervescence en termes de passage, de gens et tout ça, quoi. Et donc, on arrive à Wicked Ground, qui est donc le troisième, alors historiquement le deuxième, mais le troisième camping familial dont on va parler aujourd'hui. Donc, il se trouve vraiment pas loin de la porte A. Son seul intérêt, c'est-à-dire que s'il y a des familles qui arrivent par autocar, c'est sans doute plus simple de s'installer là. Moi, je serais en famille, j'aurais plutôt visé les deux autres, qui sont juste à côté de Kidsfield. Parce que ce camping-là, il est quand même très excentré.
Ça peut être une option si tu arrives un petit peu tardivement et que les deux autres sont déjà bien saturés. Voilà, il reste celui-là aussi qui a l'air d'avoir quand même une surface assez conséquente par rapport aux deux autres. Donc je pense que ça devient la solution de repli en fait. Effectivement. Et d'ailleurs, il y a une chose dont on n'a pas parlé, dont on peut parler maintenant, parce qu'on est en train de parler de saturation de camping, c'est les stewards de camping. Mais dis-moi, Jamie, c'est quoi un steward de camping? Donc oui, comme on est en train de parler de saturation de camping, je pense que c'est le moment de parler des stewards sur les campings. Donc en fait, pour chaque camping, il y a une petite équipe de stewards qui sont en général logés dans des caravanes. Alors ils sont facilement identifiables parce qu'ils ont un t-shirt jaune. Et donc en fait, quand on arrive, alors imaginons par exemple, on est en famille, on vise Côte-Mille-Mido, bah il est possible que les stewards nous disent, bah non, bah en fait le camping il est plein. En fait, ils vont donner des indications comme ça aux gens qui arrivent sur site en disant bon bah voilà, ne vous rendez pas sur tel camping, c'est plein, etc. Et il y a systématiquement une carte affichée sur la caravane. Alors c'est pas la même carte que celle qu'on trouve sur le site. C'est une carte un petit peu plus grande qu'on peut trouver dans les points d'information. C'est une super carte d'ailleurs. Je vous conseille vraiment de vous la procurer. Et donc en fait, si vous disent Côte-Mille-Mido c'est plein, ils vont vous indiquer comment vous rendre à Wicked Ground et ils vont vous indiquer le chemin le plus court pour le faire. Et de la même manière, si vous arrivez sur site en temps et en heure, enfin bon, voilà, il n'y a pas de problème. Mais que vous êtes un peu perdu en ayant passé la porte d'entrée, il faut vraiment pas hésiter à s'adresser à eux pour demander le chemin vers tel camping. Ils vont vous indiquer systématiquement le chemin le plus court. Et quand on dit le plus court, c'est que des fois on évite des montées ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a des petits trucs. Bah évidemment, ils connaissent parfaitement les lieux. Il y en a un par camping et si on les cherche sur la carte qui est disponible sur le site du festival, ils sont localisés par des petits ronds violets sur le plan. Mais en général, on les voit assez facilement parce qu'ils sont souvent le long d'un chemin. Enfin, ils sont toujours le long d'un chemin, il me semble, pour être accessibles. Et puis, c'est un peu les seuls qui ont des caravanes. Donc, on sait que c'est eux, quoi. Ouais, c'est très repérable. Ils ont aussi un perchoir, un peu comme des maîtres nageurs ou des. Non, ça, c'est pas eux. C'est pas les mêmes? Non, ça, c'est des mecs de la sécurité qui surveillent les tentes. D'accord, ok. Alors, ils surveillent les tentes pour deux choses. Éviter qu'il y ait des. Enfin, si jamais il y a une embrouille, alors ils peuvent pas vérifier si une personne qui rentre dans une tente est bien le propriétaire de la tente, ça ils en savent rien. Mais s'il commence à y avoir une bagarre entre deux personnes ou Dieu sait quoi, ils vont immédiatement donner l'alerte. Et puis il y a un autre sujet, c'est les incendies. À mon avis, il y a plus d'inondations que d'incendies à Glastonbury. Ouais. Ah, ça arrivait des feux de tente. Hein. Ça arrive avec ton réchaud ou des petites choses comme ça. Dans les conseils sur le site de Glastonbury, ils parlent même des barbecues. Donc je pense qu'il y a des gens qui viennent avec leur barbecue et ils disent ne les mettez pas dans la tente même si vous pensez qu'ils sont froids pour les risques d'incendie et pour les risques d'intoxication au monoxyde de carbone aussi. Bah, ce qui prouve que le festival est quand même ultra bien organisé, quoi. Mais surtout très permissif, parce que c'est pas dans tous les festivals qu'on peut ramener son barbecue. Et son alcool. Et on peut quand même aussi préciser que à l'intérieur du festival, la police circule. On voit des policiers un peu partout. Est-ce qu'on en a croisé l'année dernière? J'ai pas souvenir d'avoir fait attention à ça. Ils sont en tenue de policier et tout? Ah, c'est les bobbies. Ah ok, ça aurait dû me marquer, mais j'ai pas fait attention. Oh, on peut leur demander de prendre des photos? Et ben, c'est ce que j'allais dire. Il y a souvent des gens qui les arrêtent pour prendre des photos. Il y en a parfois qui, bon, et ça reste très très subtil, mais qui agrémentent un peu leur uniforme, ce genre de choses. Ok, je ferai attention. Oui, ils distribuent aussi des sacoches pour téléphone portable, ce genre de choses. Ouais, ils filent des goodies. Il y a un camping suivant, donc. Woodseas. C'est le camping Hospitality. Oui, alors en fait, j'ai du mal à
à savoir si il est totalement réservé à l'hospitality ou si c'est juste une moitié du champ. Mais bon, oui, effectivement, c'est le camping hospitality. Alors en français, on traduirait ça par VIP, un bon terme bien français. Mais en réalité, c'est pas le camping des superstars, ce genre de choses-là. C'est plus le camping qui est réservé aux personnes qui ont des accréditations hospitality, donc les journalistes, les personnes qui travaillent dans le show business, enfin, je sais pas, producteurs, ce genre de choses-là, etc. Enfin, qui ont ces accès hospitality. Comme toi, par exemple. Comme moi, par exemple. Enfin, je sais pas si je vais l'avoir cette année, d'ailleurs. C'est pas encore fait, mais j'espère. Donc oui, en théorie, je pourrais m'installer dans ce camping. D'ailleurs, je connais des gens que je retrouve sous la tente de presse qui s'installent là parce que y a les douches en particulier. Mais moi, je reste avec vous. C'est trop gentil. Ouais, je pense que c'est plus fun. Puis qu'est-ce que je vais aller faire tout seul sous ma tente? Tu peux pas nous avoir des accréditations et une douche? C'est difficile à avoir ces putains d'accréditations. Donc ouais, j'ai l'impression quand même il y a une zone de Woodseas qui est disponible pour le public. Comme son nom l'indique, le camping est juste à côté de la scène Woodseas ou la zone Woodseas maintenant devrait-on dire. Donc c'est relativement excentré, mais par contre c'est plat. Et puis c'est effectivement relativement calme. Voilà, l'avantage qu'il peut y avoir à ce camping-là, on est juste à côté de la porte A, donc on marche pas trop longtemps, on pose sa tente, la densité est pas super forte, on est relativement tranquille. Donc voilà, si on a vraiment envie de se mettre dans un coin tranquille, ça peut être un bon compromis. On verra qu'il y a d'autres campings vers le sud qui permettent la même chose, mais qui sont moins plats. À côté de Woodseas, il y a un tout petit bout de champ qui s'appelle Lower Mid, qui fait camping aussi. Ouais. Alors ça, c'est un coin dans lequel je ne m'installerai jamais. J'allais dire exactement la même chose, que j'ai regardé où c'était sur la carte et c'est un peu comme si tu t'installais au milieu d'une intersection, quoi. Ouais, c'est comme d'avoir sa maison à côté de l'autoroute. C'est-à-dire que c'est un des coins les plus passants du festival, à côté de San Remo. Et en plus, j'ai souvent vu le coin rempli de flaques d'eau. Donc en fait, les tentes qui sont au bord du chemin, soit elles se noient, et au mieux, elles sont juste éclaboussées par la quantité de gens qui passent là et qui patauchent dans les flaques, quoi. Ça donne très envie. Non, ouais, c'est le coin vraiment à éviter, quoi. Mais il y a toujours du monde. Après, il y a des gens qui passent quasiment pas de temps dans leur tente, quoi. Donc, ils s'en foutent. Juste à l'entrée de la porte A, on a le camping pour les gens qui viennent en vélo. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, je crois que eux aussi, ils ont le droit à des douches. Oui, mais ils viennent à vélo, pas en vélo. Oh là là! Non, mais quand même, ça me choque. Comment justifier qu'on est venu à vélo, tu vois? Je m'étais en train de me dire... Effectivement, ils peuvent pas contrôler si les gens ont fait 10 km ou 200 ou 1000 ou Dieu sait quoi, mais effectivement, les gens qui ont fait l'effort d'arriver sur place à vélo, on leur a accordé effectivement un petit privilège, c'est d'avoir un camping. Alors en plus, c'est à proximité du parking dans lequel sont conservés les vélos, et donc d'avoir des douches. Ce camping, il est apparu à l'époque où ils ont fait 2 ventes, celle des tickets plus car et celle des tickets simples. Avant, ça n'existait pas. Il y avait que des tickets simples, une vente le dimanche. Et donc en fait, quand ils ont mis en place ces 2 ventes, déjà la vente ticket plus car, c'était pour inciter les gens à ne pas venir en voiture. Et donc ils ont créé aussi ce dispositif pour les gens qui venaient à vélo. Je réfléchis à chaque fois, hein. Et donc, en fait, ils leur ont accordé ce camping, mais objectivement, il est super mal placé, quoi. Moi, je serais cycliste, je reste pas là, quoi. À la limite, je prends le bracelet pour avoir accès aux douches, mais c'est tout.
Bah, c'est vrai qu'il est il est très excentré. Donc je pense que ça doit être un peu pénible tous les soirs de rentrer, quoi. Après, je sais pas si j'ai pas trop exploré ce côté-là. Je sais pas à quel point ça grimpe pour aller jusque là-haut. Non, ça grimpe pas, c'est plat là, mais enfin franchement, ouais, enfin c'est vraiment loin de tout quoi. Si encore les gars pouvaient circuler à vélo à l'intérieur du festival, bon bah ça pourrait se justifier, mais c'est interdit. Et juste à côté de ce camping, on a le camping d'Arbeul. Bah, je vais en dire la même chose, hein, c'est-à-dire que c'est quand même très très excentré. C'est juste à côté de la porte A. C'est plat, voilà quoi. Bon, ça touche quasiment au woodsy, mais enfin bon, c'est compliqué de ce camping pour aller où que ce soit quoi. Après, l'avantage, c'est que si t'es très chargé quand t'arrives, t'es pas loin de la porte, donc tu passes ta porte, tu poses tes affaires. C'est clair, je pense qu'il y a des gens qui font ce genre de calcul. Et en particulier aussi, il y a beaucoup de gens qui, dès le dimanche soir, non, qu'est-ce que je dis, dès le dimanche matin, démontent leur tente, vont tout poser dans la voiture, passent la journée dans le festival, jusque probablement assez tard la nuit, et ensuite se dépêchent de reprendre leur voiture pour rentrer chez eux. C'est vrai que le dimanche, dans la nuit, on avait été récupérer nos affaires au Locups. Et il y avait des gens qui avaient laissé leur tente et leur sac et tout ça au lock-up, donc on faisait la queue au milieu des gens qui voulaient récupérer leurs affaires pour pouvoir quitter le festival. C'était un petit peu long d'ailleurs, mais bon. Ouais. C'est clair que le dimanche, il y a plus de place dans les campings, quoi. On voit déjà que les gens se préparent à partir. Faut dire que bah il y a des gens qui habitent vraiment pas loin, hein. Il doit y avoir des gens à Bristol, à Southampton, etc. Et ils ont 2 heures de route. Ouais, ils doivent travailler le lundi. Et ils travaillent le lundi, ouais. C'est-à-dire qu'ils partent à minuit, ils arrivent à 2 heures du matin, et puis bon, bah voilà. Et ils évitent les bouchons du lundi, quoi. Parce que Et ils évitent les voilà. bouchons du lundi, ouais. Enfin, il doit commencer à y avoir quelques bouchons le dimanche soir, hein. Ouais, peut-être, mais je me souviens que l'année dernière, nous, lundi, on s'est bien amusé. Toujours sur la région ouest, on a Rivermead. J'ai l'impression qu'il est mi-staff, mi-public. Donc ouais, Rivermead qui doit être assez petit. On pourrait même le considérer comme une excroissance de Bushy Ground, mais de l'autre côté de la rivière. Comme on disait, une rivière, c'est peut-être pas bon signe en cas d'inondation. Après, la rivière, du peu que je l'ai vue l'année dernière, parce qu'on la voit quand même pas beaucoup, je pense pas qu'elle sorte de son lit et qu'elle inonde les champs avoisinants. Ouais, mais c'est quand même le bas de la vallée. Enfin, ça serpente. En fait, les problèmes d'inondation qu'il y a pu y avoir, et il y en a plus parce qu'ils ont quand même beaucoup travaillé sur le drainage, donc c'est plus vraiment un sujet dans l'absolu. C'est pas causé par la rivière, c'est plus causé par des déclivités. Donc par exemple, la zone qui s'était la plus inondée, c'était tout en bas de Pénardil. Et il n'y a pas la rivière. La rivière, elle passe beaucoup plus loin en fait. Mais là, ça fait une cuvette et en fait, toute la flotte qui était tombée sur toute la colline a fini par s'accumuler dans une espèce de, comment dire, de creux qui se trouve en bas du champ et qui avait fait que il y avait plus d'1 mètre d'eau et donc en fait, les tentes étaient complètement inondées quoi, en bas du champ. Bon, moi, j'ai vu en 2016 des endroits quand même où tu avais bien un demi-mètre, hein. Enfin, peut-être pas un demi-mètre, mais Oh, 20 centimètres. ouais, allez, 20-30 centimètres d'eau dans les tentes. Ouais, mais parce que ça fait des flaques. C'est surtout ça le problème. C'est qu'en fait, il y a des flaques. C'est pas la rivière qui déborde, hein. Oui, bah, comme tout champ, ça peut faire des flaques quand il pleut beaucoup. Surtout que je pense que le passage incessant de gens n'aide pas aussi
À un moment, ça doit faire des trous, quoi. Donc forcément, parce qu'il y a plein de gens qui sont passés par là, je pense que ça finit par faire des flaques. C'est sûr qu'avoir de l'eau dans sa tente, c'est clairement pas ce qu'on souhaite. Ouais, c'est clair. Mais je pense que ça reste exceptionnel, quoi. Ouais, c'est quand même plutôt rare maintenant. Après, typiquement, on parlait de Lower Mid tout à l'heure, et moi, j'ai vu effectivement des flaques relativement importantes rentrer dans des tentes, quoi. Et encore une fois, il y a effectivement aussi le passage des gens qui fait que ça éclabousse, etc. Mais dans un champ plein d'herbe, ça paraît difficile. Et donc, en tout cas, là, dans le cas de Rivermead, je suis pas sûr que ça ait vocation à s'inonder, franchement. Et pour ce qui est de Bushy Ground, c'est différent parce que en fait, le champ commence à grimper en fait depuis la rivière. Et donc, on va se retrouver rapidement au-dessus de la rivière, et tout ce qui est en pente, évidemment, va pas s'inonder, hein. Sauf si on est en bas de la pente. Alors, Bushy Ground, c'est un champ qui est quand même très, 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 très grand et qui est juste à côté de la porte D. Donc, c'est un peu le même concept que on avait tout à l'heure évoqué pour Darble, qui est juste à côté de la porte A. Mais l'avantage de Bushy Ground, c'est que finalement, on s'approche quand même pas mal de la partie Arcadia. On n'est pas très loin de Silver Haze et de l'Other Stage. Donc, rejoindre le centre du festival est pas si compliqué depuis ce camping-là. Même si, effectivement, on est tout proche de la porte D. Oui, parce que l'intérêt aussi de rejoindre le centre du festival, outre profiter des festivités, c'est aussi que plus on est excentré, moins il y a de zones de commerce, entre guillemets. Donc, pas de boisson chaude pour le petit-déj, à moins de marcher 10 minutes pour en trouver. Pas de trucs pour dépanner. Enfin, voilà. Donc, il y a ça aussi, l'avantage de pas être trop éloigné, c'est d'avoir accès à tous les vendeurs de boissons et de nourriture, quoi. Exactement. La seule chose qui est disponible à peu près partout de manière relativement bien répartie, c'est les points d'eau et les toilettes, normalement. Oui, ça, il y en a vraiment partout, effectivement. C'est les toilettes, ça pourrait faire un épisode, hein. Je pense qu'il faut pas spoiler. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que c'est à découvrir, tu vois. C'est l'aventure sur place. Ouais, t'as raison. C'est pas la peine d'expliquer. De toute façon, les toilettes, on est obligé d'y aller. Dernière zone de camping de notre région ouest, c'est Oxhilers. Donc, on est un peu moins près de la porte D, mais on est quand même pas très loin de Bushy Ground. Et là, on donne directement sur l'Other Stage. Exactement. On donne directement sur l'Other Stage, et aussi, on a un accès très rapide à Silver Haze. Et quand on avait évoqué justement la programmation de Silver Haze, j'expliquais qu'il y avait des gens qui... alors c'est peut-être moins le cas maintenant, mais fut un temps, en tout cas, il y avait des gens qui passaient quasiment tout leur festival dans le Dance Village, parce que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, et qui s'installaient justement à Oxhilers pour être juste à côté de leur zone préférée. Et donc, c'est un camping qui subit pas mal de pression. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller s'installer là, en fait. Ouais, il y a une connotation assez festive. C'est un endroit où on retrouve beaucoup de jeunes, hein, qui ont bien envie de faire la fête. Et c'est peut-être pas l'endroit le plus calme où aller dormir. Sans doute. Sans doute. D'autant plus que Silver Haze, c'est jusqu'à 3h du matin, hein. Et là, on est vraiment juste à côté. Moi, je me souviens y être passé un certain nombre de fois par rapport à nous, où on campait. C'était un lieu de passage idéal. C'est vrai que ça avait l'air bondé. Et il y a tout le temps des gens qui passent, quoi. Je pense que si t'es en bordure de chemin, t'es jamais tranquille. Après, voilà, c'est très central, donc on a accès à plein de choses super rapidement. Mais je pense que c'est pas un endroit adéquat si on veut dormir plus de 3-4 heures par nuit, quoi. Et du coup, est-ce que depuis les tentes, on voit Other Stage, ou est-ce que c'est pas assez en pente? Ah si, on les voit, ouais. On voit la scène, oui, pardon. Ok.
Parce que en fait, du chemin qui traverse le camping, là, on voit bien l'Other Stage. Je prends ce chemin assez souvent quand je vais vers Woodseas. C'est le chemin qui vient de Arcadia et qui descend à Woodseas, à Silver Haze et après direction Woodseas. C'est vrai que c'est le plus direct. Enfin, c'est vraiment un lieu de passage pour une grosse partie de tous les gens qui sont au sud-ouest et qui veulent aller au nord-ouest, quoi. Voilà, il y a le chemin devant l'Other Stage et le chemin qui passe au milieu du camping, plus ou moins. C'est ça. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de passages sur ce camping. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on se rend compte à la fois qu'il y a beaucoup de tentes, mais aussi que, en fait, là, on regarde un plan quand on est en train de décrire les lieux, mais c'est gigantesque, hein. C'est vraiment très, très grand, ce camping. Donc là, pareil, Oxlyers, toujours porte D, hein, c'est le plus simple, c'est le plus rapide. Ouais, même si c'est faisable depuis la porte A, c'est probablement beaucoup plus court depuis la porte D, effectivement. Et en plus, depuis la porte D, ça va descendre. Bon, par contre, la porte D, faut monter. Bon, maintenant, on attaque la zone sud. Et la zone sud, c'est pas compliqué. Tous les campings de la zone sud, pour y accéder, c'est par la porte D. D'ailleurs, en parlant de la porte D, l'accès à cette porte, comme pour la porte A, se fait en voiture par, au choix, la route orange ou la route rose. Mais alors, si vous pouvez éviter la rose, faites-le. Parce qu'en fait, si vous êtes garé sur les parkings roses, en gros, vous êtes beaucoup plus loin. Voilà. L'année dernière, on s'est retrouvé sur ce parking. En plus, on a eu un mal fou à en sortir. Donc, objectivement, il faut privilégier la route orange si c'est possible. Après, j'ai cru comprendre que on décidait pas trop, quoi. C'était eux qui choisissaient où ils nous garaient, et puis voilà. Oui, malheureusement, ça s'est passé un peu comme ça l'année dernière. Mais à chaque fois, jusqu'à présent, on arrivait à choisir notre route. C'est la première fois qu'on n'a pas pu le faire. Quand on est garé tout au bout du parking rose, on est quasiment sur du 2 km à pied à marcher pour arriver jusqu'à l'entrée du festival, quoi. Ouais, c'est loin, oui. Ça, c'est vraiment très loin. Bon, cela dit, quand on est garé quand on arrive par la route violette, parfois on se retrouve garé très très loin aussi, hein. Bon, ça c'est pour accéder à la porte B, mais effectivement, des fois on se retrouve vraiment très très loin de la porte. Malheureusement, où qu'on soit garé, ça paraît toujours très loin de rejoindre la voiture. C'est de façon générale une très mauvaise idée pendant le festival de se dire bon bah je retourne à la voiture chercher des affaires, ce genre de choses-là. Parfois on est obligé de le faire, mais c'est vraiment très très long, hein. Alors le premier camping de la zone sud qu'on va étudier, c'est Dairy Ground, qui est un camping vraiment très très grand, qui débute dès la porte D. C'est une zone qui est plate, c'est une zone qui est effectivement très simple d'accès depuis la porte D. Et donc je suppose qu'il y a des gens, comme on disait tout à l'heure, pour Darble par exemple, qui choisissent de s'installer là pour pouvoir sortir très vite, etc. L'avantage, moi je trouve, de ce camping-là, c'est que ça reste relativement central. Non, moi je trouve ça hyper loin en fait, Dairy Ground. Bah, c'est juste à côté d'Arcadia. C'est pas très loin de The Park. Ouais. C'est très grand. Après, ça dépend si t'es au sud de Dairy Ground ou à côté de la porte Ouais, D, quoi. après, ouais, t'as une partie de Dairy Ground qui touche Pine Ground, ça. Alors, on va le dire, Pine Ground, c'est là où on s'installe. Et donc, une zone qu'on trouve convenable. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé que c'était le bon compromis entre distance du reste du festival, distance des toilettes, distance de... Il y avait quand même des trucs à proximité pas très loin pour se prendre un café, tout ça. Et on était vraiment juste à côté d'Arcadia, mais on n'était quand même pas gêné par la musique, parce qu'il y a une espèce de zone réservée à l'orga entre Arcadia et ce camping-là. Ouais, donc j'avais trouvé que pour le coup,
c'était un assez bon compromis, quoi. Ouais, alors effectivement, sur Dairy Ground, on est un petit peu plus à l'écart et avec moins de commodité, on va dire. Mais bon, ça reste quand même acceptable. Je pense que effectivement, entre Payne's Ground et Dairy Ground, ce qui va faire la différence, c'est le fait d'arriver suffisamment tôt pour s'installer à Payne's Ground ou pas, et donc être obligé de se replier sur Dairy Ground en fait. Mais encore une fois, il peut y avoir aussi ceux qui ont envie de pas porter leur matériel trop loin à partir de la porte. Hein. Et alors pour le coup, Dairy Ground, c'est une zone qui est pas trop dense. Il y aura toujours de la place dans ce camping-là. Ça doit être plus calme aussi, je pense, que Payne's Ground, quoi. Parce qu'il y a peut-être moins de passages. La seule raison, entre guillemets, d'y passer, c'est pour vouloir accéder à la porte D et sortir du festival. Donc je pense que c'est pas toute la journée des gens qui passent pour ça. Bon, puisqu'on a abordé Payne's Ground, parlons-en un peu plus. Donc, effectivement, c'est une zone assez grande aussi, relativement plate, comme Dairy Ground, et qui est vraiment proche de The Park et d'Arcadia. C'est assez facile de descendre vers l'Other Stage ou The Glade à partir de ce point-là. Après, effectivement, pour aller à la pyramide, c'est commence à déjà faire un petit peu plus long, et la zone sud-est aussi. Mais l'avantage, c'est qu'on est déjà en hauteur et que, par exemple, si on veut aller vers le Sacred Space, en fait, on peut rester sur la colline sans descendre et rejoindre le Sacred Space sans avoir à monter quoi que ce soit. Et puis de Sacred Space, on peut traverser les Greenfields pour aller vers la zone sud-est. Inconvénient, c'est qu'après, au retour, il faut monter. Oui, mais ça reste... c'est une montée assez progressive un peu tout le long. Donc en fait, ça reste faisable sans problème, même quand on est fatigué après avoir marché pendant 10 heures. Et effectivement, aussi au niveau des... il y a plein de coffee shops. Il y a aussi des food trucks en assez grande quantité dans cette zone-là. Probablement à cause d'Arcadia, ou grâce à Arcadia, qui est juste à côté et donc en fait qui va drainer pas mal de gens en soirée qui ensuite vont se restaurer. Et puis il y a toujours aussi la possibilité d'aller dans The Park où là il y a pareil quantité phénoménale de food trucks et de bars. Voilà pourquoi nous on choisit de s'installer là. Ensuite, toujours porte D, un peu à l'extrême ouest du festival. On a Backhouse, Baileys et Rixfield, qui sont trois zones de camping plus petites que les précédentes qu'on a citées. Ouais, assez excentré. Et alors là, pour le coup, c'est probablement les endroits où il y a le moins de monde. Ça a l'air un peu loin de tout, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait des commerces dans ce coin-là, et c'est vrai que ça rajoute une petite marche par rapport à Payne's Ground, vu que c'est un petit peu plus à l'ouest, quoi. C'est vraiment le bord du festival de ce côté-là, quoi. Ouais, alors moi j'aurais tendance à dire, encore une fois, comme je l'ai dit pour Dairy Ground, bon, c'est quand même pas si compliqué de rejoindre The Park ou Arcadia, même si effectivement il y a plus à marcher. Mais oui, c'est plus loin. Mais aussi, comme je le faisais remarquer, donc c'est des campings où il y a vraiment peu de monde. Il y a même, ça doit être les seuls champs où on voit des espaces laissés vides. Et donc, en fait, si on veut vraiment trouver de la tranquillité, c'est là que ça se passe, quoi. Avec un inconvénient pour Rixfield, c'est que en fait, il est traversé par le chemin qui conduit au camping pré-érigé de Sticklinch. Et donc, il doit y avoir quand même pas mal de passages. Et de ce côté-là, on est comment niveau pente? On est toujours sur du plat ou ça commence déjà à monter un petit peu? Ça commence à monter un petit peu, mais ça monte moins que sur les deux autres campings dont on n'a pas parlé, qui sont vraiment toujours dans cette région complètement à l'ouest, là, enfin sud-ouest.
qui sont South Park 1 et South Park 2, qui là, au sommet, c'est vraiment très très pointu. Et là aussi, c'est 2 campings où on voit qu'il y a systématiquement de la place en quantité, quoi. Donc encore une fois, si on n'a pas peur de la pente et qu'on a vraiment envie d'être au calme, par exemple, South Park 2 qui est juste à côté de The Park, ça peut être pas mal. Mais ouais, l'inconvénient, effectivement, c'est la pente, hein, là. Ouais, c'est très pointu. Et l'avantage, c'est d'être tranquille. Un peu à l'écart, finalement pas trop loin de The Park. Il y a un truc qui est dommage, c'est que en partant tout de suite à l'est, on puisse pas rejoindre Tippyfield, enfin Sacred Space. Il y a cet endroit qui reste fermé. Ce sera un super raccourci. Above the Park? Ouais. Ouais, c'est fermé. Et après, je sais pas si on peut passer à travers les buissons. Ils ont peut-être essayé, mais je crois que ça se fait mal. Alors maintenant, on va rentrer dans les campings qui sont vraiment sur la colline de Pénard. Alors tout en bas, près de l'Other Stage, quasiment à côté de Slyers, c'est Park Home Ground, donc qui est en contrebas d'Arcadia. C'est un camping qui est très central et qui est plutôt dense, où il y a beaucoup de monde qui s'installe. C'est pas immense, enfin pas immense à l'échelle du festival, mais c'est vraiment très très recherché comme endroit. Donc il y a beaucoup de monde. Bon, on va dire que c'est un petit peu l'annexe de l'autre camping dont on va parler, qui est Pénard Hill Ground, et qui est le camping probablement le plus recherché à Glastonbury. Donc là, c'est une densité folle. Les tentes sont quasiment les unes sur les autres. Alors, pour info, c'est le camping dans lequel on s'était installé la toute première année où on est venu. Et à partir des années suivantes, on a décidé de pas rester là parce que c'était vraiment trop tassé. Enfin, c'est moi je trouve infernal, mais après chacun voit midi à sa porte et visiblement il y a beaucoup de gens qui sont très heureux de s'installer là. Il y a un certain nombre d'avantages, effectivement. La première chose, c'est que c'est quand même très très central. On descend et on arrive tout de suite à The Glade, ça distribue sur l'Other Stage, West Halls. On marche un petit peu plus pour aller vers la pyramide, mais bon, on est quand même dans l'axe du chemin qui conduit de Other Stage à la pyramide. Silver Rays aussi, c'est assez facilement accessible. Et évidemment, The Park est juste à côté. Le Sacred Space est juste à côté. Et puis aussi, en fait, le site est surplombé par les tipis. Donc, la vue est quand même assez sublime. C'est une des plus jolies vues de tout le festival. Donc oui, c'est compréhensible que les gens aient envie de s'installer là, quoi. Ouais, pour moi, c'est vraiment le meilleur endroit où s'installer d'un point de vue géographique. Il n'y a pas à dire. Mais par contre, il faut vraiment avoir envie d'aller marcher jusque là en arrivant, parce que c'est quand même aller assez loin finalement de la porte D. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi un risque d'arriver et de voir que c'est déjà assez complet. Donc quand on est nombreux, c'est un risque. Après, quand on est peu nombreux, qu'on arrive à une ou deux tentes, à mon avis, ça se tente, quoi. C'est l'endroit rêvé pour moi. Mais Pensground, ça reste un juste milieu qui est acceptable. Moi, j'avais entendu des échos sur Pénard Hill Ground que c'était un petit peu comme un camping dans le sud de la France en été, quoi. C'était des gens qui revenaient chaque année, qui avaient leurs petites habitudes, qui aimaient cette ambiance un peu festive, parce qu'effectivement, je pense que c'est pas le camping le plus calme du festival. Et du coup, il y avait une assez bonne ambiance, quoi.
Ouais, encore une fois, moi je vous dirais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est à savoir que pour moi ça n'a pas été une super expérience, quoi. Mais franchement, enfin, j'ai trouvé ça compliqué, quoi. Et puis il faut pas oublier une chose aussi, et ça fait partie des conseils pratiques, c'est que la question qui se pose, c'est que même si on choisit un champ, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va poser sa tente? À quel endroit? Alors, déjà, il y a une première chose à savoir, ça paraît évident, mais on va le dire quand même, il faut se mettre assez loin des toilettes, parce que ça pue. Mais faut pas être trop loin non plus, parce que voilà, quoi, quand on en a besoin, bon, mais voilà, faut vraiment éviter de se mettre à côté. Et puis après, l'autre question qui se pose, c'est considérant les allées qui sont à l'intérieur des campings, est-ce qu'on se met proche des allées ou plutôt au centre du champ, assez loin des allées? Parce que si on est proche des allées, bah, y a qu'à sortir de sa tente et puis c'est bon, on y va. On on n'a pas, enfin c'est facile de sortir de sa tente, c'est facile d'y revenir, pas de problème. Sauf que tous les gens qui vont rentrer dans le champ vont passer à côté de notre tente et toute la nuit, on va avoir des gens qui passent à côté et qui vont nous réveiller. Donc il y a un bon côté, un mauvais côté à ces choses-là. Et donc c'est toujours des cas de conscience qu'il faut se poser pour installer sa tente. Et typiquement à Penardil, bon nous on avait fait le choix de pas se mettre en bord d'allée, donc vraiment au milieu du champ. Mais c'est tellement dense que c'est vraiment compliqué de retourner à sa tente, quoi. Et même parfois de la trouver. Bah déjà, nous, à Pensland, on s'était mis relativement proche du bord, mais suffisamment éloigné pour pas avoir ces aléas, des gens qui passent et tout ça. Mais entre le moment où on a planté notre tente à 9h du matin le mercredi et déjà le mercredi après-midi, pour retrouver sa tente, c'était compliqué. Donc en fait, il faut tracer tout droit vers le chemin depuis ta tente, repérer les 2-3 tentes qui sont au niveau de ta tente, mais au niveau du chemin pour savoir où rentrer dans le champ. Enfin, c'est vraiment toute une technique pour s'y retrouver. Et même là, la densité était pas non plus. Enfin, on avait quand même l'espace de passer entre les tentes et tout ça. Bon, effectivement, il y avait, comme tu le disais tout à l'heure, il faut faire attention, surtout de nuit, parce que bah, les tentes, elles sont accrochées avec des fils, avec les sardines, donc on se prend les pieds dedans si on fait pas gaffe. Donc ouais, c'est un peu un parcours du combattant pour retrouver sa tente, surtout quand on est fatigué. Mais mais voilà, il faut choisir entre la densité et la proximité ou l'inverse quoi, le calme et la tranquillité, mais on est plus loin quoi. Ouais, enfin bon après nous en fait quand on arrive en général on arrive assez tôt et donc on a beaucoup de choix et quand on plante nos tentes comment dire, on n'a aucune idée de ce qui va se passer 2-3 heures plus tard et quelle va être la géographie des lieux parce que bon effectivement ça se remplit assez vite mais bon, le temps qu'on est planté, ça reste encore relativement calme. Et typiquement, le mercredi, si on part à midi et qu'on revient à 3 heures de l'après-midi, on peut se poser la question de savoir où est passée notre tente, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus autour. Il y a un truc aussi, c'est de prendre des points de repère fixes sur des choses, typiquement une boutique, on est en face de tel café, ou repérer un arbre, ou je ne sais quoi. Il y a beaucoup de drapeaux aussi. Ouais, il y a des gens qui posent des drapeaux aussi, ouais. Mais nous, quand on arrive, en général, il y en a pas. C'est quand on revient. Et après, bon, bah effectivement, à partir du mercredi après-midi, ça y est, on peut s'orienter plus facilement. Mais au départ, ça paraît vide et puis ça se remplit très très vite, quoi. Moi, j'avoue que j'arrive encore à me perdre un peu le samedi. Mais... Alors le dimanche, ça va, quoi. Ouais, oui, le dimanche, ça va. Ouais. Le dimanche soir, bizarrement, vu qu'il y a la moitié des gens qui ont déjà plié leur tente, c'est beaucoup plus facile. Non, pas la moitié, mais oui, le dimanche soir, il y a un peu moins de monde quand même. Ouais, il doit y avoir pas la moitié, mais un quart des tentes qui disparaissent.
Bien, pour terminer, on va parler un petit peu des campings, spéciaux. Donc, on a déjà parlé de Spring Ground pour les personnes à mobilité réduite et les personnes qui ont des handicaps. On a parlé de Woodseas, qui est donc le camping VIP, le camping pour les cyclistes. Donc, tous ces campings-là sont réglementés. On ne peut y avoir accès que si on a le bracelet qui permet d'y accéder. Pour ce qui est des campings familiaux, je ne pense pas qu'il y ait un bracelet, mais par contre, les stewards vont vérifier que c'est bien des familles qui s'installent. Il y a des consignes qui sont fixées sur le nombre d'adultes avec des enfants. Et donc, les campings dont on n'a pas parlé, ou très peu, c'est les deux campings pré-érigés Worthy View et Stick Lynch. Donc là, pour l'instant, pour cette année, ce sera pas possible d'y accéder puisque il faut avoir réservé sa place, avoir payé l'installation de la tente, etc. Les prix sont variables et dépendent du type d'hébergement qui est réservé. Il y a des tentes à 2 places jusqu'à des grandes tentes ou des yourtes qui doivent faire 6 ou 8 places. Mais donc, ça se passe juste après les ventes. Il y a une vente spéciale pour les campings pré-érigés. Donc, Worthy View est le premier qui a été créé, qui se trouve au sommet, tout en haut de la colline de Pénard. Donc, on avait parlé de cet accès qui se fait au-dessus de Stromerville. Franchement, moi, je trouve que c'est quand même rude le soir, si on rentre à 3 ou 5 heures du matin, de se taper la montée jusque là-haut. Il faut être sacrément motivé. Je crois que j'en aurais pas la force. Sauf Florent qui... Mais oui, mais sauf moi, je pourrais tout à fait passer ma vie à Stromerville. Mais en même temps, je sais pas si c'est ce que je souhaite, parce que cette année, Woodseas, qui est bien plus au nord, m'attire tout autant. Donc, Ouais, et puis là, après, quand partir de Woodseas et remonter tout là-haut, c'est rude. Et donc, effectivement, je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de gens qui postulent pour une tente à Stick Lynch plutôt. En tout cas, moi, si je faisais ce choix d'un camping pré-érigé, c'est là que j'irais, quoi. Alors bon, c'est comme on l'a dit, hein, on parlait de Rixfield qui est juste à côté et qui est un petit peu excentré. Ça, c'est l'inconvénient de ces campings qui sont quand même en dehors de la barrière et donc du site du festival. Mais au moins, on n'est pas obligé de se taper une montée colossale, quoi. après, Worthy View, c'est quand même l'assurance d'avoir un lever de soleil tous les jours. Si on voit le tort. Si on voit le tort. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas encore gagné pour cette année. On y reviendra, mais. Ah, la météo. Ça va être le sujet, effectivement, des semaines à venir. Et puis, autre camping très particulier, très emblématique, c'est le Tipi Village. Donc, en fait, on peut réserver un tipi. Donc, c'est le principe c'est le même principe que pour les campings pré-érigés, sauf que c'est dans un tipi et cette fois-ci, c'est à l'intérieur du site. J'en parlais tout à l'heure, c'est juste au-dessus de Pénard Hills Ground. Et donc, en fait, ce sont des tipis pour jusqu'à 6 personnes et qui coûtent quand même 1750 livres. C'est un budget. Alors, j'ai regardé un petit peu les prix quand même sur les campings préinstallés là, de Worthy View et Stick Lynch. Il faut compter environ 200 € par personne pour les 5 nuits, minimum. Sachant que pour la plupart des logements, t'as que la tente en fait. Tu viens quand même avec ton matelas, ton sac de couchage et tout ça.
à quelques exceptions près dans Stick Lynch où il y a l'air d'avoir des installations un petit peu plus en dur que des tentes où ils fournissent des lits, si j'ai bien compris. Mais là, c'est pareil, ça augmente vite et on doit être dans les prix à peu près du Tipeee Village. La différence, c'est que le Tipeee Village, il est dans le festival. Donc, on n'a pas besoin de passer les portes à chaque fois et tout ça, quoi. Et précisons aussi que tous ces campings disposent de douches. Que ce soit les deux, que ce soit Stick Lynch, Worthy View ou aussi le Tipeee Village. Et après, donc, on en a parlé très rapidement, mais pour tous ceux qui viennent en camping-car, en caravane ou en van aménagé d'ailleurs, il y a 2 sites pour se garer autour du festival de Glastonbury qui sont appelés East Camper Van et Bath and West Camper Van. Donc c'est pareil, c'est des emplacements qu'il faut réserver sur le site du festival de Glastonbury. Donc c'est un prix à payer en plus du billet. On est aux alentours d'à peu près 200 livres pour un véhicule. Je crois qu'il y a 2 tailles d'emplacement. Ouais, en fait. il y a large ou pas large, exactement. Et donc là, voilà. Et donc c'est des emplacements, des zones qui sont réservées pour ces véhicules-là, mais du coup également à l'extérieur du festival. Et à noter aussi qu'il y a un des 2 sites de campervan, donc celui qui s'appelle Bath and West, qui est vraiment très éloigné du festival, c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment faire le trajet à pied, quoi. Donc il y a une navette qui est disponible 24 heures sur 24 pour faire le relais entre les deux, mais du coup c'est une information à prendre en compte. Vous pouvez pas vous amuser à retourner à votre van toutes les heures si vous avez envie, quoi. Vous allez perdre beaucoup de temps. D'ailleurs, il doit rester normalement, il a l'air de rester quelques places pour les campervans, mais sûrement, il en reste sûrement que dans cette zone-là qui est plutôt éloignée. Et il semblerait qu'il reste aussi des tentes dans les campings pré-érigés, mais c'est à vérifier. Mais en tout cas, c'est pas marqué sold out. Donc voilà, on a fait à peu près le tour pour les campings. Et dans la catégorie information pratique, il va rester quelques petites choses qu'il va falloir qu'on aborde dans les prochains épisodes. Donc à savoir l'équipement, qu'est-ce qu'il faut emmener sur le festival, qu'est-ce qu'il faut absolument avoir avec soi et qu'est-ce qu'il ne faut pas emmener. Le voyage, comment y aller. La météo, vous allez voir que c'est un sujet qui anime les foules chaque année parce que on a eu des années extrêmement pluvieuses et puis il y a eu des années où il a fait très très chaud. C'est vraiment tout est possible, donc il faut être prêt à tous les scénarios. Et puis on parlera aussi du fameux Clashfinder qu'on avait déjà un petit peu abordé dans les épisodes sur les affiches secondaires. Affiches secondaires d'ailleurs que on n'a pas choisi de traiter dans cet épisode, mais on va quand même dire que depuis notre précédent épisode sont apparues les affiches de The Park, Stromerville, Unfairground, du Pilton Palais, le cinéma, et d'Arcadia. Arcadia où il y a de la nouveauté d'ailleurs aussi. Mais c'est des choses qu'on abordera aussi un petit peu plus tard, justement, probablement avec un Clashfinder un peu plus complet. Et peut-être même un line-up complet. Il y a aussi Block 9 qui est apparu. Oui, effectivement, c'est des sujets tous ces sujets-là, il va falloir les aborder dans les prochains épisodes. Et puis, le temps commence à être court, puisqu'on est à moins d'1 mois du début du festival. Donc les choses vont se précipiter. Peut-être on privilégiera des épisodes plus courts et plus nombreux, avec des aspects beaucoup plus pratiques. Quoi qu'il en soit, pour en terminer avec cette histoire de camping, vous l'avez compris, il y a quand même beaucoup de place. Il y a des endroits qui sont très recherchés et pour lesquels il faut pas hésiter à arriver très tôt, faire la queue aux portes. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais peut-être on va évoquer le sujet dans un épisode prochain. Sachez qu'à partir de 7 heures du matin, ça commence à être
vraiment très saturé sur les routes et donc les queues sont très longues et que effectivement les gens qui ont fait la queue pendant la nuit choisissent leur place, s'installent où ils veulent et que vers midi environ les campings se remplissent nettement. À 3 heures de l'après-midi, certains ne sont plus accessibles. Quoi qu'il en soit, quelles que soient vos envies, au niveau des campings, il y en a pour tous les goûts. Le camping familial, le camping tranquille, certes peut-être un peu à l'écart, mais encore, il y a du choix. La possibilité de rester près des portes pour repartir très vite, ou les campings les plus prisés, où il va y avoir le plus d'animations, qui vont être les plus centraux, qui vont donner l'accès aux scènes que vous privilégiez. Et donc, il y a beaucoup de choix. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les campings. On espère que vous avez réussi à glaner les informations qui vous permettront de faire un choix avant d'arriver à Glastonbury pour ne pas faire le tour du festival avec vos affaires avant de vous installer. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet ou sur d'autres d'ailleurs, vous pouvez toujours prendre contact avec nous sur le Discord. On vous répondra avec plaisir. Et puis, tous les gens qui sont dans la communauté pourront partager avec vous les ressentis qu'ils ont eus sur les campings où ils ont l'habitude de s'installer. On vous dit à très vite dans un prochain épisode. Bonne nuit, à bientôt. Ciao. Ciao.